Merci aussi à Jean-Marie Bockel, je le cherchais du regard, mais il est parti. Merci à Jean-Marie d'avoir accepté de venir et d'avoir eu ces mots d'encouragement. Merci aussi à Dominique Paillet et à Thierry Cornillet d'avoir voulu être présents ce matin pour nous faire part de leur amitié, de leur affection et pour avoir des conversations un peu plus privées ensemble, de notre soutien ou de leur soutien dans notre démarche. Merci aussi à Jean-Marie Cavada et à Philippe Vigier pour le travail titanesque qu'ils ont réalisé. Merci. Merci aussi à François-Xavier Priolo, qui non seulement gère le parti, organise la campagne, répond aux sollicitations des fédérations et qui a été la cheville ouvrière de ce document. Je l'engueule souvent, mais pour une fois, je vais lui dire merci. Merci aussi Jean-Marie et Philippe pour la méthode utilisée. Et je vous le garantis, ce ne fut pas un travail en chambre, même si c'est vrai qu'on a peu de difficulté à évoquer ces sujets désormais, mais ce projet est le fruit d'un vrai travail d'équipe au niveau national, mais aussi dans chaque fédération. Tout ce qui pouvait être fait a été fait. Des réunions d'experts, Dieu sait que nous en avons mené, des débats, des retours de terrain auprès des militants, des conventions thématiques avec des centaines de participants, et merci d'être venus à ces conventions thématiques, les contributions des fédérations pour celles qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, et enfin mon tour de France depuis plus d'1 an. Et Dieu sait si tout ce travail était difficile. C'est facile de s'indigner, c'est plus dur de proposer. Je sais, Jean-Marie et Philippe, toutes les idées que vous avez éliminées. Je sais tous les projets que vous avez écartés. Je sais toutes les promesses que vous n'avez pas voulu faire. Et vous avez eu raison. Le nouveau centre, mes chers amis, ce n'est pas le Parti socialiste. Nous ne sommes pas dans le rêve, dans l'illusion, nous sommes dans la vérité. Et la campagne électorale de 2012, vous pouvez en être sûr, ce ne sera pas Hollande au pays des merveilles. Certains m'ont même dit, ce projet, Hervé, est-ce que cela valait la peine d'en faire un avec la situation financière qui est la nôtre? Pardon, mais c'est tout sauf une question stupide. Dans une famille, quand les découvertes s'accumulent, quand les fins de mois deviennent difficiles, le seul projet, c'est de regarder tout ce qu'on peut faire pour couper dans la dépense et tout ce qu'on peut faire pour récupérer comme recette. Et ce n'est pas de tirer des plans sur la comète. D'autres m'ont dit, un projet pour 5 ans. Est-ce que c'est bien sérieux alors que l'Europe, la France, les entreprises, les ménages vivent dans l'incertitude totale du lendemain? On voit très bien que la contagion de la crise grecque à l'Italie, la perte du AAA français ou encore la faillite du système bancaire provoquerait l'effondrement de toutes nos certitudes et très probablement de pans entiers de l'organisation de notre pays. Et pourtant, je vais vous dire, oui, il fallait faire un projet, oui, il faut regarder vers l'avenir. Et Jean-Marie le disait tout à l'heure, moi je suis frappé du décalage entre la sinistrose, le pessimisme collectif et les capacités d'innovation, de transformation, de modernisation, l'intelligence, le travail de Français par millions qui ont tout pour réussir et qui pourtant ont le sentiment que rien ne va. Eh bien oui, nous avons besoin de construire un projet pour l'avenir parce que, mes chers amis, tout simplement, la France a un avenir dans le XXIe siècle. Les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien ce qui se passe autour d'eux. En Italie, en Grèce, au Portugal, ils voient bien ce qui se passe près de chez eux,
chez Cifrance, chez Findus, chez Paru-Vindu, chez Peugeot. Ils voient bien les salaires diminuer, les emplois supprimés, les impôts augmentés. Et je crois qu'ils sont aujourd'hui majoritairement convaincus que 30 ans de facilité budgétaire de gauche et de droite nous ont conduits au bord du gouffre. François Hollande, je vais vous le dire, sa proposition sur les 60 000 enseignants, il va la traîner comme un boulet toute sa campagne. Et c'est tout dire, même les enseignants que j'ai rencontrés, ils n'ont pas compris comment il a pu dire ça. Pardon pour cette digression, mais arrêtons-nous un seul instant sur l'une de nos priorités politiques, c'est-à-dire l'éducation. Qui peut croire qu'il suffit d'injecter 60 000 enseignants, c'est-à-dire grosso modo de revenir à la même situation qu'en 2007? Qui peut croire qu'il suffit d'injecter 60 000 enseignants dans le système pour qu'ils permettent, comme par magie, de mettre fin à ce suicide collectif, ce scandale national que représentent ces 20% d'enfants ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter à l'arrivée en 6e? On a doublé les crédits par élève en 30 ans. Et pourtant, chaque année, l'écart se creuse un peu plus entre les enfants issus des familles les plus favorisées et des milieux culturels les plus avancés et les enfants issus des milieux et des familles les plus démunies et les plus défavorisées. 200 000 jeunes sans diplôme, 200 000 jeunes sur le chemin de l'exclusion et de la précarité, 200 000 jeunes au tapis, voilà le triste bilan d'un système qui rend malheureux les élèves, malheureux les enseignants et malheureux les parents. Et vous croyez qu'avec cette situation-là, il suffit de créer 60 000 postes? Et il y a d'ailleurs, mes chers amis, un côté méprisant dans cette proposition, parce que c'est tellement facile de dire « je vous file 60 000 postes et vous me foutez la paix et surtout, vous n'oubliez pas de voter pour moi ». Eh bien oui, mes chers amis, sur l'éducation, il faut des idées neuves pour que les jeunes de la zone urbaine sensible de Metz que j'ai visitée, les enfants de mon village des Peignes et les élèves du 7e arrondissement de Paris puissent avoir autant que possible la même chance de réussir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et cela passe pour moi et pour nous, parce que c'est dans notre projet, par une révolution copernicienne qui accorde l'autonomie aux établissements, comme on l'a fait pour les universités, afin d'adapter le programme, la pédagogie, l'accompagnement, tant des enfants que des familles, à la situation de chaque public scolaire. L'égalité en matière d'éducation à des situations inégales, ça provoque l'inégalité. Un contrat entre chaque école et le rectorat. Une évaluation annuelle avec un objectif. 100% des jeunes sachant lire, écrire et compter à l'entrée en 6e. Oui, Monsieur Hollande, il y a besoin d'argent pour l'éducation, mais pas n'importe comment. La deuxième révolution éducative inscrite dans notre projet, c'est la modification en profondeur de nos rythmes scolaires. C'est une année scolaire plus longue, des journées moins chargées et des programmes allégés. On en est arrivé à un système absurde où l'obsession de l'enseignant, je le vois avec mes enfants, c'est de finir le programme alors que sa seule mission devrait être de faire réussir l'élève. C'est pourquoi nous proposons d'allonger le calendrier scolaire et de réserver intégralement l'après-midi aux pratiques culturelles, artistiques et sportives, ainsi qu'au soutien individualisé. Oui, je revendique une large place faite à la culture et à l'art dans nos écoles, comme moteur de confiance, comme facteur d'énergie individuelle et collective, comme moteur d'innovation, comme outil de cohésion sociale et comme moyen d'y donner de sens. Oui, c'est ça l'école que nous voulons, une école dans laquelle la France décide enfin de refuser cette fatalité qui nous amène dans une telle situation aujourd'hui.
Je ferme cette parenthèse et je reviens à la situation financière de notre pays. Charles proposait de résumer, il y a quelque temps, la lutte pour la restauration de notre équilibre budgétaire par la formule de la société du désendettement. Je préfère, Charles, que cette belle idée, on puisse l'appeler celle d'une société durable. Une société qui invente un modèle de croissance plus efficace, plus juste et en même temps plus économe en argent public et en biens publics. Oui, il faudra réduire la dépense publique. J'ai montré, comme le rappelait Philippe, au ministère de la Défense, qu'en regroupant, en mutualisant, en professionnalisant certaines fonctions, on pouvait effectuer des centaines de millions d'euros d'économies sans renoncer à l'ambition. Oui, on peut réduire la dépense publique. Oui, il reste de vraies marges d'économie, notamment dans les collectivités locales et notamment sur les dépenses de sécurité sociale. Par exemple, est-il normal que, quel que soit votre niveau de revenu, vous vous fassiez rembourser au premier euro ou presque vos dépenses de santé? Eh bien, moi, je défendrais l'idée d'une franchise proportionnelle aux revenus pour le remboursement des dépenses de santé. Si vous gagnez 10 000 € par mois, il ne serait pas illogique que vous puissiez ne pas vous faire rembourser les premiers 1 000 € de dépenses de santé dans l'année, le système de solidarité se mettant en place ensuite. Compte tenu des hypothèses de croissance, le retour à l'équilibre budgétaire passera nécessairement aussi par des hausses d'impôts. Et je dis à la majorité à laquelle nous appartenons, pas de hausse d'impôts qui relèvent du colmatage ou du bricolage avec leurs effets néfastes, mais des hausses d'impôts correspondant à un double principe: faire évoluer notre fiscalité pour la rendre plus efficace économiquement, c'est-à-dire frappant moins la production et plus la consommation, et une politique fiscale juste qui demande plus d'efforts à ceux qui gagnent le plus. Mais la réduction de la dépense et la hausse des impôts, elles ont une limite. La réduction de la dépense, d'une part, parce que c'est un long chemin qui produit des fruits qu'avec le long terme. Et surtout parce que, on l'a évoqué tout à l'heure avec Hervé Maurey, notamment parce que, ou Jean-Dionys du Séjour, parce que la demande de services publics est immense et qu'elle est déjà mal satisfaite. Dans les zones rurales, les services publics ont déserté. Et dans les quartiers nord de Marseille que j'ai visités il y a une quinzaine de jours, c'est tout simplement la République qui a disparu. Plus d'antennes de commissariat, une école qui a démissionné, des terrains vagues et 30 minutes pour accéder à un bureau de poste. La hausse des impôts, elle a aussi ses limites lorsqu'on est dans le pays d'Europe où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Eh bien, moi, je vous propose une troisième voie et que cette voie-là soit celle du nouveau centre. Une alternative à la seule baisse de la dépense publique ou à la hausse des impôts. Cette troisième voie, c'est celle de l'effort et de l'effort partagé et de la lucidité. Cet effort, il a un nom, la semaine de 37 heures. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation budgétaire, de la dégradation de notre économie, de la hausse du chômage, les Français sont prêts à accepter un discours qui, reprenant la formule de Kennedy, leur dirait « Ne demandez pas ce que la France peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la France. » Mes chers amis, plutôt que l'effilochage permanent et continu de notre trame publique, plutôt que l'atteinte permanente au pouvoir d'achat par les hausses d'impôts, je propose aux Français une chose simple, de nous retrousser les manches et, comme les Allemands l'ont fait au début des années 2000, de travailler 2 heures de plus par semaine. Tous ensemble, fonctionnaires comme salariés du secteur privé, 2 heures par semaine. Est-ce insurmontable? Est-ce insupportable pour un peuple de travailleurs? Pour ma part, je ne le crois pas. Et je le dis aux Français, c'est le meilleur moyen de réduire les déficits sans porter atteinte au pouvoir d'achat. Eh bien, mes chers amis, si j'en suis arrivé là,
C'est parce que je me suis dit qu'un peuple qui, dans toute son histoire, a su relever autant de situations difficiles, et souvent des situations beaucoup plus difficiles que celle-là, est capable de relever ce défi. Quand on a été effondré physiquement, moralement, matériellement en 1945, et que l'on a été capable, 30 ans plus tard, de devenir la 3e puissance économique du monde, eh bien, on doit être capable de bosser 2 heures de plus par semaine pour tirer son pays de l'ornière dans lequel il est tombé. Mes chers amis, cette proposition, elle impose au moins une chose, que l'exemple soit donné aussi au sommet, car sinon cette proposition sera insupportable. Les Français n'accepteront pas l'effort si le fonctionnement de l'État ne devient pas sobre et irréprochable. J'ai déjà longuement évoqué l'idée d'un État sobre, donc je n'y reviens pas. Mais je suis heureux, Jean-Marie, que ça fasse partie de nos propositions. Et cette République irréprochable que j'appelle de mes voeux, et disons-le, ça fait partie des échecs au moins des 4 premières années du quinquennat, doit nous obliger à poser un certain nombre de règles extrêmement strictes pour protéger la sphère publique du conflit d'intérêts avec le privé. Toutes les semaines, les pages des journaux en sont remplies. Mettre la presse à l'abri des sociétés qui ont des intérêts directs avec l'État et prévoir un régime de sanctions extrêmement simple. Tout homme public ayant été condamné à un délit politico-financier doit être inéligible à vie. Tout ça pour dire que notre projet, il n'est pas un exercice purement technique, mais qu'il est d'abord le miroir de notre conception de l'homme, de notre idéal démocratique et de notre vision de la société. Une économie au service des hommes. Vous voyez, je fais une parenthèse, je suis allé voir les salariés de Findus cette semaine. Vous m'avez souvent entendu parler de Findus. À Boulogne-sur-Mer, il y a 6 mois, je visite cette entreprise. Le directeur général, qui est un salarié, me dit on a une vraie difficulté, c'est que nous n'avons pas la même performance que les autres usines du groupe qui sont dans toute l'Europe. Et donc mes actionnaires, qui sont un fonds d'investissement britannique, me demandent en permanence de fermer l'usine française. Et donc j'ai une solution et une seule, il faut que j'obtienne des partenaires sociaux, qu'on rentre dans un dialogue qui nous permettra d'améliorer notre productivité et notre performance pour que l'usine soit maintenue. Au mois d'août, il m'appelle, j'étais en Grèce, et il me dit « Hervé, c'est génial, c'est un exemple formidable de la capacité de transformation du pays. Nous avons obtenu un accord qui permet de sauver l'usine de Boulogne-sur-Mer. Les salariés ont fait un effort considérable en supprimant 10 jours de RTT, en allongeant la durée de travail dans la journée et en réduisant les pauses. Et en même temps, l'actionnaire a décidé de mettre de l'argent sur la table pour moderniser l'outil de travail et créer 50 emplois. Ça, c'est au mois d'août. Les salariés partent en vacances heureux, en se disant, ça y est, l'entreprise est sauvée. Salariés qui, je le dis entre parenthèses, qui ont 30 ou 40 ans de boutique et dont le salaire est de 1 300 € par mois. Un mois plus tard, les mêmes salariés découvrent que la mariée étant désormais plus belle, eh bien le fonds d'investissement britannique décide de vendre l'entreprise à un groupe allemand qui, compte tenu de ses capacités de production, aura belle de fermer l'usine de Boulogne-sur-Mer et de conserver la marque Findus, qui est la première marque en France et en Espagne. Eh bien ça, c'est le capitalisme abject qu'on doit dénoncer tous les matins. Donc,
une économie au service de l'homme, des intérêts particuliers au service de l'intérêt général, et l'Europe, bien sûr, comme destin. Pendant des siècles, nous nous sommes rassemblés autour de ces valeurs. Certains m'objecteront que nous avons changé de siècle et que le monde change et n'a jamais changé aussi vite. Oui, c'est vrai, le monde change. Et il nous faut des idées neuves. Mais les valeurs auxquelles nous croyons, elles, sont éternelles. Et moi, je pense que justement, parce que le monde change, parce que tout chavire, parce que tout semble fragile, parce que tout semble instable, il nous faut réaffirmer avec plus de force que d'habitude notre projet de société, nos convictions premières et nos racines les plus profondes. Et permettez-moi de dire que dans ce monde qui est en train de basculer des rives de l'Atlantique vers les rives du Pacifique, dans ce monde inexorablement ouvert, la réponse ne sera ni la démondialisation, ni le protectionnisme, mais une nouvelle politique économique et fiscale fondée sur un principe simple: ne plus construire notre croissance sur la consommation financée à crédit, dont on voit aujourd'hui les limites, mais sur la croissance portée par notre appareil de production. Et donc, il nous faut concentrer notre politique économique et fiscale sur les PME, sur l'artisanat, sur le commerce. On ne s'adresse pas aux patrons comme on veut le caricaturer, on s'adresse simplement aux hommes et aux femmes, techniciens, ouvriers et ingénieurs qui chaque jour font tourner l'entreprise France. Et l'entreprise, et en particulier la PME, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur, et voilà pourquoi je voudrais en parler un peu plus longtemps. Comme vous le savez, c'est mon enfance, c'est mon père, et c'est donc une partie de moi-même. Avec mon père qui a commencé maçon à 15 ans, avec son seul certificat d'études, pour ensuite monter sa petite boîte de bâtiment, j'ai tout connu. J'ai connu les périodes fastes des 30 Glorieuses, comme les heures les plus sombres au moment des années Mitterrand. Et je le vois bien quand on sillonne la France. On me pose toujours les mêmes questions. Les charges trop élevées, les complications administratives, l'instabilité juridique, la formation des jeunes, les contentieux, les banques qui traînent les pieds. En tout cas, moi, je veux vraiment que le nouveau centre, dans la prochaine campagne électorale, soit le parti des petites et des moyennes entreprises, de leurs patrons comme de leurs salariés, car il y va de l'avenir du pays. Je n'ai rien contre les grands groupes, au contraire, mais ils ont moins besoin de nous. Xavier Darcos disait souvent sur l'éducation nationale, les bons élèves, ils n'ont pas besoin de leur ministre. Eh bien, les grandes entreprises, c'est pareil. En revanche, les PME, les TPE, elles ont besoin des politiques, et les politiques aussi ont besoin d'elles. Et si nos déficits commerciaux sont là où ils en sont, et si notre croissance est là où elle en est, c'est très largement parce que nos PME, on ne les a pas considérées comme on aurait dû. Et pourtant, on ne parle pas d'un sujet mineur. 70% des salariés français sont dans des petites et moyennes entreprises. C'est 60% de la TVA récupérée par l'État. Ce n'est pas rien. Et les 3/4 des TPE sont dans des entreprises, sont dans des communes de moins de 100 salariés. Mais nous, en France, on continue à avoir l'obsession des très grandes entreprises. C'est frappant, quand j'étais ministre de la Défense, grand ministère exportateur si je puis dire, on voit les grands groupes, on remporte de beaux marchés, on les soutient, on défend leur cause, on a l'impression du coup que dans le pays où on va, on doit faire un malheur en matière d'exportation. Alors on pose la question et on vous dit ben non, vous n'êtes pas les premiers. Il y a les Allemands. Alors vous dites bon, ben on vient juste après les Allemands. Ah non, on vous répond non, non, il y a les Italiens devant vous. Et là, on commence à avoir
un sourire crispé, et on se dit, mais elles sont où les grandes boîtes italiennes? On devrait les connaître. Et alors l'ambassadeur ou le chef de la mission économique vous dit une chose extrêmement simple, les Allemands, les Italiens, ce sont des dizaines de PME, souvent de taille intermédiaire, parfois toutes petites, qui ramassent des dizaines de marchés. Alors mes chers amis, la question, elle est aussi simple que cela. C'est comment faire en sorte que notre pays retrouve le même niveau de performance économique, non pas dans le combat que nous menons avec les Indiens et les Chinois, mais que nous retrouvions le même niveau de performance économique au sein de la zone euro. C'est-à-dire là où nous faisons 70% de nos échanges commerciaux. Notre déficit commercial atteint des sommets avec l'Allemagne, 13 milliards d'euros, avec les Belges, 7 milliards d'euros, avec les Pays-Bas, avec la Suède. C'est très simple. Il n'y a plus que 2 pays avec lesquels nous sommes excédentaires, c'est le Royaume-Uni et c'est la Grèce. Et c'est pourquoi, Monsieur Montebourg, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, la question, ça n'est pas les herses et les barricades du protectionnisme ou la sortie de la zone euro. La question, c'est comment être compétitif au sein de l'Union européenne face à des pays ayant les mêmes niveaux de salaire et de protection sociale. C'est ça le sujet central. Avec les autres pays, avec les pays émergents, ça n'est pas le protectionnisme, c'est l'idée de réciprocité. Parce que vous ne pouvez pas penser un seul instant aujourd'hui que vous allez vendre à ces pays émergents-là si en même temps vous leur expliquez que vous n'achèterez aucun de leurs produits. C'est fini le temps des colonies où on pouvait vendre les produits et récupérer les matières premières. Aujourd'hui, ces pays-là n'acceptent l'échange que si c'est dans un échange réciproque. Eh bien nous, on doit accepter une autre réciprocité. C'est de leur dire, vos produits peuvent venir chez nous, mais à au moins 2 conditions. La première, c'est que vos marchés soient ouverts, ce qui n'est pas le cas bien souvent dans nombre de ces pays. Et deuxièmement, c'est qu'il y ait un certain nombre de règles de base qui soient respectées dans la production, par exemple le travail des enfants. Voilà ce que doivent être des règles en matière de commerce international. Alors, premier levier, à mon avis, essentiel pour restaurer notre compétitivité. Nous devons donner aux PME les moyens de leur développement avec un mécanisme fiscal d'investissement très puissant, comme peuvent en avoir de très grands pays d'innovation comme l'Allemagne ou Israël. Le deuxième levier de cette reconquête, c'est le défi de la protection réciproque du patron et du salarié. Et c'est l'idée du contrat de travail unique à droit progressif, un contrat qui efface la barrière si pénalisante entre CDD et CDI. Nous avons tellement rigidifié le droit du travail que nous sommes arrivés au résultat inverse de ce que nous recherchions, la précarisation de plus en plus forte des salariés français au lieu de leur protection, et tout cela en créant des freins à l'embauche. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, personne ne dit ce chiffre. Jean-Marie l'évoquait tout à l'heure, 80% des déclarations uniques d'embauche sont pour des contrats et pour des CDD de moins d'1 mois. Et encore au mieux des CDD, car vous entendez partout des artisans, des patrons de PME qui disent « Nous n'embauchons pas tout simplement parce que nous ne savons pas et nous craignons d'avoir à gérer un éventuel licenciement dans l'hypothèse d'un carnet de commandes un peu moindre. » C'est pourquoi moi, en matière de contrat de travail, notre idée est de remplacer un système où tout le monde est perdant par un système où tout le monde est gagnant. Troisième levier de croissance pour nos entreprises, la stabilité juridique. Dans mon tour de France, j'ai dû entendre des dizaines de fois de la part des chefs d'entreprise, mais aussi de ceux qui sont dans le champ social ou dans le champ de la réinsertion, cette critique que les textes et les lois changent tout le temps, tous les jours. Eh bien, la stabilité législative et réglementaire doit reposer sur un engagement simple d'un candidat. Quand la loi a changé une fois durant la législature, eh bien, elle ne change plus jusqu'à la législature suivante. En clair, une seule modification législative
par quinquennat, sauf bien entendu circonstances exceptionnelles, mais certainement pas les bidouillages permanents à chaque loi de finances et à chaque loi de finances rectificative. Quatrième levier, le poids des charges sociales. On le sait, il est anormalement élevé en France. L'écart s'est d'ailleurs creusé de 20% avec l'Allemagne en l'espace de 10 ans. Il bride la compétitivité de nos entreprises, il empêche l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés et nuit à la création d'emplois. Alors basculons la totalité des cotisations familiales sur la TVA et procédons dans un Grenelle de la fiscalité à un partage entre augmentation des salaires et amélioration de la compétitivité des entreprises. Cette idée-là, mesdames et messieurs, quand on vous dit « mais elle est refusée par les Français », dites-leur simplement une chose, c'est que cette idée-là, elle a marché. Elle a marché dans les pays du nord de l'Europe. Et que cette idée-là, elle n'est pas injuste, parce que ce soit à travers des cotisations sociales ou un impôt, le prix reste toujours le même. Et cette idée-là, elle a deux vertus principales, ou trois vertus principales. La première, c'est que tous les produits que nous importerons, grâce à cette TVA emploi, paieront un peu de notre protection sociale. La deuxième vertu, c'est qu'il y a 77 millions de touristes qui viennent chaque année en France. Eh bien, ils paieront aussi une partie de notre protection sociale. Et troisièmement, on oublie de le dire, c'est un moyen de faire une dévaluation sans le dire. Pourquoi? Parce que vos prix seront un peu plus faibles puisque la TVA n'est pas intégrée au moment de l'exportation. En revanche, les produits que nous importerons seront un peu plus chers parce qu'ils seront frappés de cette TVA. Et donc, je défendrai, durant la prochaine campagne présidentielle, l'instauration d'une TVA emploi pour améliorer la performance des entreprises et améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Pour finir sur le projet, un petit mot sur l'Europe. Et sur un mot important, fédéralisme. C'est drôle, hein, ce mot. On le dénigrait, on le méprisait, on le trouvait ridicule. Nous, centristes, nous en étions réduits à le murmurer, à le chuchoter et bien souvent dans les sarcasmes. Un mot oublié, je me souviens encore d'une conversation avec Trichet m'expliquant que tout ça n'avait pas de sens il y a 4 ans. Et puis un jour, il y a 6 mois, je découvre dans Le Monde un interview de Trichet, le titre « Oui pour un fédéralisme économique ». J'aurais voulu l'enregistrer quand il m'avait tenu ces propos. Oui, il s'est passé, mes chers amis, en la matière quelque chose d'important à Leipzig, cette semaine lors du congrès de la CDU. L'heure est venue pour une percée vers une nouvelle Europe, a dit Madame Merkel. L'Europe n'est pas achevée, il faut développer les structures de l'Union et ça veut dire plus d'Europe, a-t-elle dit par la suite. Ces paroles, je vais vous dire, j'aurais voulu aussi les entendre à Paris. Du président de la République, quelle est la réponse française aux propositions de Madame Merkel? Au président de l'UMP ou au secrétaire général de l'UMP, quelle réponse faites-vous à Leipzig si seulement vous l'avez entendu, tout occupé que vous étiez à promettre des représailles aux députés du Nouveau Centre? En tout cas, nous, au Nouveau Centre, nous répondrons à l'appel de Madame Merkel. Nous dirons à nos amis de la CDU que leur vision est aussi la nôtre et que leur chemin est aussi le nôtre. Nous leur dirons que nous sommes prêts pour un nouveau traité qui fera de l'Europe non seulement une puissance, mais aussi un exemple pour le monde. Nous leur dirons que nous sommes prêts à coopérer et à partager non seulement sur notre budget, notre fiscalité, mais aussi sur notre énergie, sur notre défense et sur notre politique étrangère. Et aussi sur de grandes questions communes comme la recherche ou la biodiversité. Voici l'Europe fédérale que nous voulons. Et le temps, mesdames et messieurs, chers amis, est venu de passer des discours aux actes. Car rien ne serait pire que de ne pas profiter de cette fenêtre historique qui s'ouvre devant nous. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est assez simple. Si nous ne bougeons pas sur cette question, c'est tout simplement l'euro qui finira par s'effondrer et l'Europe qui repartira à la case départ.
Alors, mes chers amis, le président de la République élu en mai prochain, à mon sens, devra dès le lendemain de l'élection franchir le Rhin et se rendre à Berlin pour dire aux Allemands qu'il est prêt à s'engager dans une intégration politique et économique poussée, car sinon, c'est de l'Europe dont il s'agit. Voilà. Maintenant, pour conclure, je vais répondre à mon ami François. Parce que c'est ce que vous attendiez tous, finalement. Et je voudrais commencer par quelque chose, parce que j'ai rédigé ça ce matin en complément. J'ai parfaitement souvenir, François, merci pour tes propos mesurés. J'ai parfaitement souvenir de 2007. J'ai parfaitement, et donc, je souhaite que ça se fasse dans la tolérance et dans le respect, même si je ne partage absolument pas ta position. Parce que j'ai en souvenir d'un bureau politique de l'UDF, que je raconte d'ailleurs dans mon livre, où tu as eu beaucoup de mal à retenir tes sanglots quand tu as expliqué à François Bayrou que le chemin vers lequel il nous menait, tu n'en ferais pas partie. Je n'évoque pas non plus la tristesse dans laquelle nous étions les uns et les autres, et donc je sais et j'estime que ce que tu as dit là, tu l'as dit avec la sincérité et la conviction d'appartenir à notre famille. Mais je voudrais simplement essayer de décrire le scénario que tu nous proposes. Alors, mes chers amis, nous avons adopté le projet. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Voulez-vous, comme on semble me le suggérer, que j'aille le porter dès la première heure, demain matin, le plus tôt possible, rue de la Boétie, au siège de l'UMP? Voulez-vous que je frappe à la porte du bureau du secrétaire général, que j'entre et que je le lui dise, excuse-moi de te déranger, cher Jean-François, voici le projet du nouveau centre, nos militants et nos élus y ont mis tout leur cœur, toute leur intelligence, est-ce que tu peux maintenant le transmettre à notre candidat? Vous souriez, mais ce que je décris, c'est exactement le chemin qui pourrait être le nôtre si nous décidons de renoncer. Parce que ce scénario-là, il a un nom, et ce nom, pour moi, c'est le renoncement. Et d'ailleurs, je vous le demande, qu'est-ce que vous faites là, dimanche matin, venu de toute la France? Faites ouvrir les portes de cette salle, rentrez chez vous, passez par le siège de la Fédération Nouveau Centre, fermez la lumière, coupez le chauffage et mettez la clé sous le paillasson. Certains me disent, mais il faut peser a priori. Peser a priori. J'ai entendu tes mots, François. Peser a priori en politique, ça n'existe pas. La politique, c'est d'abord un rapport de force au service de nos convictions, en effet. Et ce rapport de force, il n'existe pas quand, dès le mois de novembre, on annonce qu'on soutiendra Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle. Qu'on le fasse à titre individuel. Pourquoi pas? Chacun est libre. Et d'ailleurs, certains ont déjà fait ce choix-là en 2007. Mais qu'on en fasse une stratégie collective, c'est accepter, à mon sens, d'être immédiatement dissous. Et d'ailleurs, croyez-vous un seul instant qu'il y aurait aujourd'hui tous les médias si nous avions d'ores et déjà indiqué que Nicolas Sarkozy était notre candidat au premier tour? Personne ne s'intéresserait à ce que nous pourrions dire, puisque nous ne le portons pas.
On ferait 3 lignes dans les journaux dans le meilleur des cas. Et d'ailleurs, je le dis à mes amis qui me veulent du bien, quel autre message politique de leur part a été retenu par la presse depuis 6 mois, à l'exception de ceux me concernant directement, ou ma candidature? Je les invite, quand je disparaîtrai, à en trouver très rapidement un autre pour avoir une existence médiatique. D'autres me disent, il faut négocier sans tarder ton retrait contre notre investiture et des circonscriptions supplémentaires pour sauver le groupe à l'Assemblée nationale, parce qu'il est très important que nous ayons... Non, c'est respectable, c'est totalement respectable. Pour que nous ayons un groupe à l'Assemblée nationale. Et oui, il est important que nous ayons un groupe à l'Assemblée nationale. Dominique Paillet dit c'est essentiel. Ben moi je dirais même c'est fondamental. Mais j'ai vécu 2007-2012. Et j'ai vécu le fait qu'on ait été considéré comme peu de choses. Disons-le comme ça. Nous avons poussé la règle d'or pendant 3 ans. Tu étais avec moi, François, dans le bureau de Nicolas Sarkozy, quand en 2008, il nous expliquait que la règle d'or, ça n'avait pas de sens, que c'était qu'une question de volonté politique. C'est vrai. Il y avait d'autres témoins. Jean-Christophe Lagarde était là aussi. Il y en avait d'autres. Quand on a défendu l'idée de réduire, de raboter de 10 milliards d'euros les niches fiscales par an, Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot étaient à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui se passait? Rien. Rien. On a obtenu là, de ci, de là, un amendement, 2 amendements, en quelque sorte, un pourboire, une obole. Et moi, je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas revivre l'idée que nous soyons dans une majorité dans laquelle on a, en effet, les uns et les autres, exercé des responsabilités gouvernementales passionnantes, mais dans lesquelles nous n'avons jamais été associés aux arbitrages politiques fondamentaux du pays. C'est clair. Tu es d'accord avec moi? Je vous laisse seulement deviner le sort que réserveraient nos amis de l'UMP à notre demande des 20 ou 30 circonscriptions supplémentaires en février ou en mars, au moment des négociations, après que nous ayons terminé notre discussion au sein de l'Alliance. Quelle capacité de négociation incroyable nous aurons entre les mains. Formidable. Bien entendu, aucune. À moins de considérer, c'est une autre formule, que notre parti a vocation à être seulement un club d'élus locaux et nationaux, comme peut l'être le Parti radical de gauche. Mais ne demandez pas, mais ne demandons plus alors aux militants de s'engager, d'être 500 ce matin dans cette salle, d'être présents aux universités d'été, aux conseils nationaux, aux conventions et aux congrès. Alors, on me dit aussi, François, mais ta candidature menace l'existence de notre parti. Mais si nous n'allons pas devant le français, notre parti n'existe plus. Tu te rends compte, me dit-on aussi, tu es à 1% dans les sondages. D'ailleurs, j'observe que ceux qui parfois me balancent cet argument n'étaient pas plus pour la candidature de Jean-Louis Borloo, qui était à 6%. Et si ta candidature ne décolle pas, c'est une catastrophe pour toi, merci, ça je le sais, et surtout pour le parti. Je sais qu'une campagne présidentielle, c'est difficile. J'en ai mené 2 aux côtés de François Bayrou dans des contextes assez similaires. Pour autant, je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. J'ai appris une chose de ma mère. Elle n'était pas allée au-delà de l'école primaire. Elle était d'une constitution de santé extrêmement fragile. Mais elle m'a appris une chose, parce qu'elle était très courageuse. C'est que la volonté, la détermination et la ténacité finissent toujours par être reconnues par les Français.
je vous le dis, je te le dis, François, si nous abandonnons, c'est que nous avons décidé, clairement, de ne pas être des acteurs, mais des spectateurs du débat politique de 2012, et d'un débat politique qui est un débat politique extraordinaire, parce que la France est sur le fil du rasoir, elle est sur la ligne de crête, et nous, au moment où la France voit son destin entre ses mains, nous serions simplement des supplétifs de la campagne future. Qui peut penser, mais qui peut penser, enfin franchement, il faut les connaître. Toi-même, tu ne cessais de me qualifier le secrétaire général de l'UMP de mots parfois pas très tendres. Qui peut penser un seul instant que l'armada UMP a besoin de nous pour mener la campagne électorale? Dans le meilleur des cas, nous serons un alibi, une simple petite teinture centriste. En clair, je le dis, et c'est comme ça que je le pense, renoncer maintenant, c'est décider de disparaître sans fleurs ni couronne. Et je te le dis encore, François, nous n'avons pas en effet fait tout cela, et je suis du même avec toi, depuis 2007 pour en arriver là. Nous sommes partis de rien, construisant brique après brique le parti. Nous avons souvent freiné votre ardeur en considérant qu'il fallait reconstruire patiemment, même si parfois ça n'était pas très glorieux. J'avais une image pour qualifier cela quand j'évoquais ça avec un certain nombre d'entre vous en parlant d'une technique qu'on a en vélo. En clair, voilà, reconstruire le réseau d'élus municipaux, 1600 précisément aux élections municipales. Faire des députés européens. On a eu cette immense fierté de faire élire Damien Abad, député européen, le premier président d'une formation des jeunes devenant parlementaire. Nous avons... Non, ça suffit. Nous avons eu un beau succès au régional grâce à des listes communes, 80 conseillers régionaux. Et nous avons eu un succès au moment des sénatoriales, puisque là, nous avons décidé d'y aller souvent seuls, où nous avons fait 3 sénateurs de plus. Nous avons été les seuls à connaître un actif, c'est faible, mais un actif supplémentaire. Et donc, je suis d'accord. Tout ça ne mérite pas d'être bradé. Mais, pardon d'être immodeste. Mais je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé depuis 4 ans. Et encore dernièrement, lorsque dans l'enthousiasme que certains mettaient à rejoindre Jean-Louis Borloo, sans arrière-pensée bien entendu, et avant même la décision de notre parti, et que je demandais simplement un peu de prudence, de retenue et de recul pour tester la solidité de cette candidature, on me racontait que je n'avais rien compris. On a vu. Alors, mes chers amis, non, nous n'avons pas construit tout cela pour devenir des supplétifs de la majorité, sous le regard amusé d'un François Bayrou apparaissant comme le seul détenteur du message centriste. Je n'ose d'ailleurs même pas imaginer le sort qui pourrait nous être réservé dans cette hypothèse. Eh bien, moi, je vous le dis aujourd'hui, 20 novembre, je ne ferai pas partie de ceux qui écriront cette histoire-là. À ce compte, si nous décidons de refuser de défendre nos idées et notre projet, il vaut mieux considérer que nous participerons à la teinture centriste existante au sein de l'UMP et de rejoindre nos amis centristes de l'UMP, puisque c'est exactement la même chose qu'on nous propose, et on voit bien à quel point ils ont pesé dans la majorité ces 5 dernières années. Eh bien, mes chers amis, ce sera sans moi. Notre projet, il est ce que nous sommes. Notre projet, il est ce que nous voulons. Oui, tout donner au présent, ne pas calculer,
Et c'est ça le pacte que je vous propose. Pour cela, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos mains, j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de vos cœurs et j'ai besoin de votre engagement. Merci à tous et vivement dimanche prochain.